Madame la ministre, mesdames les rapporteurs, chers collègues, dans la France de 2019, toutes les inégalités explosent. Inégalités sociales, inégalités dans la qualité de l'habitat, inégalités dans l'accès aux services publics. Le mouvement des Gilets jaunes est un écho fort de cette situation. En Île-de-France, le budget sur toutes les politiques sociales et environnementales est en net recul. Moins 5% sur les transports depuis 2015, moins 36% pour la santé, moins 27% en aménagement et logement. Il y a donc effectivement état d'urgence en matière d'inégalité territoriale, comme d'ailleurs en matière environnementale. Vous proposez aujourd'hui une agence travaillant à la cohésion du territoire qui, nous en conviendrons, est largement mise à mal justement par l'accroissement de ces inégalités. Je suppose que la Seine-Saint-Denis, département qui abrite ma circonscription, sera directement concernée par le travail d'une telle agence. C'est donc, pour commencer ce renvoi en commission, de ce département dont je voudrais vous parler, de la situation concrète qui s'y présente et que nous subissons. La Seine-Saint-Denis, où récemment M. Castaner s'est rendu pour présenter son plan de reconquête républicaine, hérité de son prédécesseur, et qui nous fait dire que ce n'est pas d'un langage et d'une posture guerrière dont les quartiers ont besoin, mais avant tout, justement, de rétablir l'égalité républicaine qui devrait être la priorité concrète du gouvernement. Tous les jours, dans mon mandat de député, dans la première circonscription de Seine-Saint-Denis, je suis témoin des dégâts sociaux, conséquences, pas seulement de votre politique, certes, il a fallu beaucoup de gouvernements additionnés pour la provoquer, mais qui est bien réelle. Je ne dis pas cela parce que je suis seulement un député de l'opposition. Il y a peu, le rapport Cornu-Gentil, mon collègue républicain sur la Seine-Saint-Denis, a bien démontré à quel point ce département est l'un des plus marqués par les multiples fractures sociales et environnementales. Cela a été révélé par des élus de manière transpartisane qui ont tous adressé le même constat et les mêmes revendications à Monsieur le Premier ministre. Des maires, Madame Sylvine Thomassin, Messieurs Azdine Taibi, Mohamed Diabali, Laurent Russier, respectivement maires de Bondy, d'Estaing, de l'île Saint-Denis et de Saint-Denis, n'ont eu d'autre choix récemment que d'assigner l'État en justice pour rupture d'égalité. Le département de la Seine-Saint-Denis étant sous-doté par rapport à d'autres territoires en fonction du nombre d'habitants, que ce soit dans le fait d'avoir moins de professeurs, moins de magistrats, moins d'infrastructures, moins de policiers, moins de république. Les départements réduits à ces situations de grande précarité sont aujourd'hui malmenés par l'État. Je ne crois pas que ce soit à coup de communication, de boîtes à outils supplémentaires ou d'agences qu'on réglera ces questions. Ils ont besoin en réalité d'être soutenus par l'État et de bénéficier d'une politique d'aménagement du territoire tout entière justement tournée à la fois vers la question de l'égalité et la question du rééquilibrage. Pour ne prendre l'exemple toujours que de ma circonscription, sur les 3 dernières semaines, voici quelques luttes, quelques mobilisations citoyennes dont je voudrais vous faire écho pour bien comprendre ce qui s'y passe. À Saint-Ouen, il s'appelle José. À Asny, beaucoup de leurs collègues, ils luttent depuis plusieurs années pour garder leur lieu de travail, l'usine PSA, et sauvegarder leurs emplois, alors que, nous le savons, PSA a effectué un bénéfice net record de 1,48 milliard d'euros en 2018. C'est une usine d'emboutissage dont tout le monde loue la qualité professionnelle et le besoin pour ce géant de l'automobile. C'est l'un des derniers sites industriels encore debout dans la ville de Saint-Ouen, comme dans beaucoup de villes périphériques de Paris. Où vont-ils délocaliser? On ne sait pas. Les informations sont opaques. Mais PSA est le témoignage de la désindustrialisation, de la destruction lente mais certaine de sites qui généraient de l'emploi. À Épinay-sur-Seine, des professeurs se sont mis en mouvement avec des élèves et leurs parents contre le projet de loi École de la confiance, contre la loi Blanquer et contre toutes les politiques d'austérité qui aggravent les carences en moyens humains, en moyens matériels, là où déjà dans ces écoles règne une terrible inégalité. Toujours à Épinay-sur-Seine, mobilisation cette fois contre la fermeture de l'accueil libre des usagers de la caisse primaire d'assurance maladie. Désormais, toutes les demandes, même d'urgence, ne peuvent être traitées qu'en rendez-vous.
et les usagers doivent consacrer toute leur journée pour se rendre au centre d'accueil de la Plaine Saint-Denis, 40 minutes de trajet multipliées par 2 pour une urgence auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie. À Saint-Ouen, on parle d'un nouvel hôpital, une méga structure, le hôpital Grand Nord qui serait justement construit sur le site PSA. Il proviendra, dit-on, de la fusion entre 2 hôpitaux, Bichat et Beaujon. Au total, 400 lits au moins d'hôpitaux. Pourquoi préférer à une structure de taille humaine un hôpital de cette taille qui générera moins de lits? Pourquoi ne pas vouloir plutôt un hôpital de proximité dont la Seine-Saint-Denis a besoin? Pourquoi ne pas impliquer les habitants de Saint-Ouen dans l'implantation d'un nouvel hôpital? Quasiment aucune concertation, des soi-disant experts qui n'ont aucune connaissance du terrain et des volontés des habitants, un peu comme finalement l'agence qu'on nous propose, venue d'en haut, pour une cohésion des territoires superficielle. L'inégalité dans l'accès aux soins est liée à l'inégalité dans l'accès au transport. Des quartiers enclavés, privés de transport en commun, ou, quand ils en ont, ils sont parfois dans un état d'insalubrité et de saturation qui n'est pas digne d'un service public. J'invite tous les parlementaires qui sont ici à venir, par exemple, fréquenter à 8 heures du matin la ligne 13 du métro. On pourrait parler aussi de celle du RERB. Les usagers de la ligne 13 n'ont pas droit à de l'espace, ni de la climatisation pendant les canicules. Tous les jours, des problèmes d'exploitation, au point même où, en réalité, le message qui deviendrait finalement exceptionnel serait aujourd'hui sur la ligne 13, il n'y a aucun problème technique. Des personnes ratatinées les unes contre les autres et le STIF qui propose comme solution, pour l'instant, d'enlever les strapontins de ces transports de bétail. Je rappelle que cette situation est une situation que connaissent au quotidien des millions aujourd'hui de nos concitoyens, au point où d'ailleurs je suis très étonné qu'il n'ait pas encore démarré un mouvement des Gilets Navigo. Je vais aussi vous parler logement. Dans ma circonscription toujours, j'ai été alerté il y a peu par des personnes vivant dans des conditions innommables au 10 boulevard Ornano à Saint-Denis, quartier Pleyel. Un père et sa fille de quelques mois, vivant dans la moitié d'un local sans fenêtre, avec une odeur de moisissure, qui vous saisit à la gorge, des câbles électriques traînant par terre dans les cages d'escalier, une femme atteinte d'un cancer, obligée de vivre dans un 10 mètres carrés avec son mari et ses enfants. Il payait il y a encore peu, avant qu'un procès ait lieu, 400 à 600 € par mois pour ces logements. Ils sont victimes de marchands de sommeil et du manque d'hébergement d'urgence à Saint-Denis. C'est du Déken, c'est du Germinal, c'est au XXIe siècle, dans la 5e puissance économique en France. Ils sont victimes aussi d'un marché immobilier inégalitaire. Si, c'est le sujet, chers collègues, quand on parle de cohésion du territoire et d'inégalité. Ils sont victimes d'un marché de l'immobilier absolument inégalitaire. Ils sont victimes aussi de ces politiques qui, peu à peu, font en sorte que, dans l'esprit des gens, dans l'esprit de nos décideurs, dans l'esprit, par exemple, de la présidente de la région Île-de-France, Mme Pécresse, la question des logements sociaux soit l'équivalent de ghettos sociaux, alors même que l'on voit bien que ce serait effectivement la réponse, ainsi que la construction de logements d'urgence à ces familles qui vivent dans des situations absolument insupportables. À moins que l'objectif soit d'éloigner toujours plus les populations défavorisées vers les périphéries, dans le cadre de ce Grand Paris, qui prévoit un étalement urbain toujours plus important, à force de faire en sorte que les zones périphériques immédiates de Paris, cette petite ceinture, cette ancienne ceinture rouge, eh bien, au bout d'un moment, soient inaccessibles pour les populations actuelles du fait de la spéculation immobilière. La solution ne peut pas être une agence dépourvue de moyens, s'appuyant sur des opérateurs qui ont été mis en difficulté par la baisse des effectifs. D'abord, l'État doit arrêter de baisser les dotations aux collectivités. Elles sont aujourd'hui étranglées. Encore une fois, ce n'est pas uniquement dû à ce gouvernement, mais vous poursuivez malheureusement cette situation. Elles n'ont plus de marge de manœuvre et sont parfois résolues à assigner l'État en justice. Ensuite, l'objectif de l'État en matière d'aménagement du territoire doit être tourné vers la question de l'égalité républicaine. Vous voyez bien à travers tous ces exemples qu'il y a urgence. Urgence de répondre aux besoins les plus élémentaires des habitants. Urgence d'investir massivement, ne serait-ce que pour garantir une vie digne aux Français. Mais le texte qui nous est présenté, je suis désolé de vous le dire, ne répond pas à cette urgence. Le texte qui nous est présenté, ce n'est pas un texte de loi. C'est en quelque sorte le PowerPoint d'une agence de communication. C'est encore une fois et très largement un texte, une loi de diversion. C'est encore un texte où on change tout pour qu'au final rien ne change. Pendant que l'usine PSA délocalise, votre projet de loi nous pond un bel acronyme, un établissement public de l'État nommé Agence nationale de la cohésion des territoires, ANCT. Son but affiché serait d'accompagner les collectivités territoriales et les acteurs locaux dans leurs projets,
ainsi que d'offrir une offre d'ingénierie, je cite, aux porteurs de projets en apportant un concours humain et financier aux collectivités territoriales. Son but, c'est donc de remplir des tâches élémentaires qui existent déjà, en remplaçant des opérateurs de l'État qui existent déjà. Pendant que des professeurs manifestent pour des conditions de travail dignes pour les élèves, je les ai décrits tout à l'heure, vous concentrez tous vos efforts pour créer une nouvelle coquille administrative. Pendant que des lits ferment dans les hôpitaux, vous vous amusez à créer des poupées russes administratives. Votre opération de marketing est inutile, elle peut même être dangereuse, parce qu'au fond, elle affaiblit encore une fois le triptyque commune, département, État, au profit d'un étrange triangle entre des territoires, des régions et l'Union européenne. Résultat, les décisions se concentrent dans les mains d'élus au suffrage indirect, de plus en plus éloignés des citoyens. Les conséquences pour les élus locaux, pour ceux au plus proche des préoccupations des citoyens, sont bien connues. Les mairies, les conseils départementaux deviennent des bureaux des plaintes, aux poches percées et sans pouvoir. Vous rajoutez ainsi une couche de peinture administrative, et disons-le, c'est le risque technocratique, pour nous faire oublier la réalité de votre politique vis-à-vis des opérateurs de l'État que vous mettez à genoux. La réalité de votre politique, c'est qu'une agence comme le CEREMA, qui est inclus dans le plan et dans la NCT, est appauvrie par votre politique depuis des années. Les effectifs sont coupés. Un site en région lyonnaise est menacé de fermeture. Les différents services que vous agglomérez dans ce texte sont en sous-investissement chronique depuis des années. Ils n'ont pas besoin de nouveaux sigles, ils ont besoin d'argent et de moyens. Je fais mien les mots du rapporteur, M. Denis Collet, au nom de la Commission développement durable du Sénat. Je cite : « Le risque est bien établi de voir l'agence représenter un arbre de plus dans la forêt des établissements publics et opérateurs de l'État. » Voilà au fond ce que vous nous proposez aujourd'hui, une nouvelle usine à gaz bureaucratique. L'ANCT est en effet un truc, un machin, un bidule, censé nous faire oublier que les services de l'État souffrent des politiques de rabot budgétaires. L'ANCT est un truc, un machin, un bidule, censé cacher le fait que les personnels des opérateurs de l'État souffrent d'une gestion chaotique et austéritaire. L'ANCT est un truc, un machin, un bidule, qui empêche de se demander pourquoi le pilotage national de nos politiques est en roue libre, pourquoi les financements sont à la dérive et pourquoi la transition écologique est menacée par un gouvernement qui navigue à vue sans aucune visée planificatrice. La seule chose que fait votre proposition de loi, c'est au fond d'ajouter du flou et de la complexité. Votre projet de loi annonce des conventions pluriannuelles à établir dans les 3 mois après promulgation. Nous allons donc débattre, alors qu'on ne sait même pas quelle sera la nature des relations de l'agence avec les établissements publics en termes de financement et de collaboration. Vous nous proposez en réalité de débattre les yeux bandés. Il y aurait pourtant mieux à faire qu'un coup de communication. Réaffirmer, par exemple, notre attachement à la commune, au département et à l'État. Nous ne voulons pas d'une agence éloignée des citoyens et contrôlée d'une main de fer par un gouvernement sous contrôle de l'Union européenne sans jamais consulter les élus de terrain. Certains opérateurs sont absolument essentiels pour garantir la transition écologique de notre société. Cette transition nécessite un effort immense que seule une ingénierie publique peut remplir et qui est évidemment contraire avec l'action publique 2022 que vous proposez et qui, une nouvelle fois, voit la question des opérateurs uniquement à travers des plans comptables de réduction d'effectifs. Si l'intervention de l'agence auprès des collectivités locales est essentielle, alors il faut garantir la gratuité de son intervention. Ce n'est pas aux collectivités de payer les frais de la transition écologique. La transition écologique et l'aménagement du territoire ne sont pas des produits à vendre. Nous voulons que les différents opérateurs soient entendus. Leurs conseils d'administration doivent pouvoir valider les conventions pluriannuelles. Peut-être qu'en leur donnant la parole, vous vous rendrez compte du mal que vous faites à la fois au personnel de ces opérateurs, mais aussi à l'intérêt général. Vous l'aurez compris, nous ne pensons pas que la question de la création d'une nouvelle agence, d'une usine nouvelle à gaz, soit la solution par rapport aux problèmes graves rencontrés par notre pays. Mais si les missions de l'agence sont l'intérêt général, alors l'agence doit être un établissement public. Ses personnels doivent être de droit public et le recours à l'emploi public doit être la norme. Les différentes missions de l'agence, comme l'aménagement du territoire, ne doivent pas être soumises à des préoccupations de rentabilité. Voilà pourquoi nous vous proposons de renvoyer en commission cette loi, à laquelle, pour l'instant, en l'état, nous nous opposerons, comme nous refusons en réalité tout enfumage et camouflage de votre politique inégalitaire et productiviste qu'aucune agence n'arrivera à corriger. Merci.